Bon, là, mais c'est la vie. On va revenir au naturel bientôt, là, à la normale bientôt, et puis en espérant qu'on pourra se voir face à face. Donc, merci pour l'introduction, Patrice. Euh, ça couvre pas mal de sujets et ça couvre plusieurs années, effectivement, hein, d'activités dans plusieurs régions du pays pour lesquelles j'ai été vraiment chanceuse de pouvoir participer. Donc, je vous remercie de l'invitation. Et puis, il me fait vraiment plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Et puis, comme Patrice l'a dit, je vais surtout parler finalement des questions de suivi de population de caribous et euh, précis sur où on s'en va finalement. Qu'est-ce qu'on a appris au cours des années, comment évoluer nos méthodes, nos approches, incluant, comme Patrice l'a dit, de travailler avec les communautés autochtones, comment aussi ont évolué les questions, les paramètres sur lesquels finalement on se pose pour mieux comprendre les populations sauvages et aussi mieux diriger nos efforts de conservation. Donc, je vais essayer de faire un peu le tour de la question, là, puis en espérant là, que va vous rejoindre. Comme vous allez voir, comme Patrice l'a dit aussi, là, je me sens tout petite là, dans ce grand projet-là parce que c'est vraiment le fruit d'une collaboration avec la plupart des gouvernements territoriaux, les organismes autochtones à travers le pays, les universités, les étudiants, les compagnies privées. Donc, tout ça, c'est vraiment une réalisation d'une collaboration là, vraiment forte là, entre tous les partenaires. Donc, il n'y a rien de ça. Et puis, les partenaires en particulier, l'électrique et les compagnies forestières ont été une pierre angulaire dans tout cela. Donc, je vais commencer. OK, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Il y a un article qui est sorti là, il n'y a pas tellement longtemps, 2019, dans la Ecological Application, qui était très intéressant. C'est des auteurs de l'Ouest canadien. Et puis, dans cet article-là, finalement, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que, ça demeure très important d'avoir des paramètres de population. Sans paramètres de population, c'est difficile de comprendre, d'avoir un sens de l'état des populations et de aussi bien aligner nos projets de conservation et nos efforts de restauration sur le terrain. Donc, dans cet article-là aussi, ce qu'ils indiquent, c'est que c'est bien entendu qu'on a plusieurs méthodes pour arriver. Je vais essayer de mettre mon curseur ici un petit instant. OK. On a plusieurs méthodes. Attendez un petit peu. Je vais juste... OK, on va le laisser, on va laisser tomber. Plusieurs méthodes pour arriver à ces paramètres de population-là. Et puis, dans l'article, ils mettent l'emphase sur les méthodes génétiques comme étant, malgré que c'est utilisé pour plusieurs espèces dans plusieurs régions du monde, finalement, ça demeure des méthodes qui sont sous-utilisées pour répondre à ces questions qui ont une grande importance pour la gestion des populations de faune. Donc, et puis en mettant l'évidence aussi que c'est pas, ce qui était peut-être une idée que les gens avaient avant, là, que ça s'applique à des petites régions, à des petites populations, mais maintenant, les outils sont de mieux en mieux développés et puis on est capable de les utiliser pour des espèces qui occupent des grands territoires. Donc, la figure nous montre que, justement, du côté gauche, là, des méthodes, que ce soit pour des méthodes utilisant la télémétrie, les caméras, du marquage traditionnel ou du marquage génétique, toutes ces méthodes-là nous permettent d'arriver à produire justement les paramètres démographiques
mais certaines, justement, sont meilleures que d'autres à produire ces paramètres-là. Et et démontre clairement dans cet article-là que les méthodes à partir de marquage génétique, ça nous permet de produire finalement l'ensemble des paramètres dont on a besoin. Donc, le marquage génétique, je vais commencer tout de suite en parlant de ce que c'est. Les gens, là, même dans mon entourage, là, très près au bureau, les gens me disent, mais comment est-ce qu'on peut avoir des paramètres démographiques à partir de la génétique? Ça demeure un peu une question là, justement, qu'on me pose régulièrement. Et, et puis, la réponse n'est pas nécessairement simple, mais la partie de base des méthodes génétiques, c'est qu'on peut les utiliser comme une façon de marquer les individus simplement. Donc, on récolte des échantillons d'une espèce donnée, que ce soit des plumes, que ce soit des poils, que ce soit des fesses, peu importe, et de là, ou des tissus, et de là, on extrait l'ADN de ces échantillons-là. À partir de l'ADN, on peut utiliser justement, à partir de microsats, finalement, on peut l'utiliser tout simplement de façon à marquer les individus, c'est-à-dire à obtenir le génotype d'un individu. Donc, on sait exactement qui a été échantillonné et où cet animal a été échantillonné et quel est le sexe de cet animal. Donc, ça, c'est la façon la plus simple et très utilisée pour justement produire les paramètres démographiques. Au-delà de ça, bien entendu, quand on a l'ADN, là, on a beaucoup d'informations. On a de l'information sur l'ADN mitochondrial qui nous permet de retourner dans le temps et de faire des études phylogénétiques, de voir l'origine des populations, l'origine des espèces. Et on a jusqu'à justement l'ADN complet qui nous donne toute l'information sur l'individu ou sur la composition génétique et aussi sur des gènes en particulier si ce sont les questions qui nous intéressent. Donc, quand les échantillons sont présents à ce moment-là, on a toute une panoplie de paramètres qu'on peut regarder, qu'on peut utiliser pour nos questions. Dans le projet qu'on a en place présentement sous Génome Canada, on regarde d'autres paramètres à partir des mêmes fesses. On regarde les hormones de reproduction. Donc, ça nous donne une idée concrète de la proportion des femelles qui sont gestantes au moment de la collection des fesses, les hormones de stress, la diète et le microbiome qui est fait par des des forêts et les pathogènes. Donc, à partir de ces petites fesses-là qui a 15 ans, on a ramassé et on a découvert que finalement, vu qu'on les ramasse en hiver, pendant que les températures sont froides, la préservation de l'ADN et d'autres molécules dans les fesses demeurent intactes et nous donnent la possibilité de faire beaucoup d'analyses. Un petit mot sur le caribou aussi avant de me lancer dans les résultats. Au Canada, le Comité sur la situation des espèces en péril a décrit, il y a quasiment 10 ans de ça maintenant, 12 unités de conservation, donc des unités qui représentent une variation significative et distincte de l'écologie et de la génétique du caribou au Canada. Donc, on voit par cette carte là, que la distribution est extensive. Là. On part finalement des régions plus du sud du Québec jusqu'au Haut-Arctique canadien. Et puis, on en retrouve à Terre-Neuve ainsi que finalement dans les montagnes de l'Ouest canadien. Donc, c'est une espèce qui occupe un environnement très varié, des climats très variés, et aussi des démographies de population très variées. On a le caribou de la toundra qui est
qu'on retrouve en grand nombre et puis on a les troupeaux des montagnes qui présentent des cheptels plus petits. Aujourd'hui, je vais surtout parler du caribou boréal, donc celui qui est défini ici sur la carte en vert. Mais on fait aussi des travaux ailleurs sur les autres écotypes de caribou au Canada, donc il me ferait plaisir d'en parler si ça vous intéresse. Donc, en 2012, Environnement Canada a lancé le plan de rétablissement pour la population boréale. Dans ce plan de rétablissement-là, on voit ici l'aire de répartition du caribou des bois qui s'étend aussi du Labrador jusqu'au nord des territoires du Nord-Ouest, donc une grande répartition qui suit plus ou moins la forêt boréale. Sur cette carte, on voit aussi par le pointillé l'aire de distribution historique du caribou des bois, qui nous démontre clairement que finalement, l'aire de répartition a diminué d'environ 50% au cours des 100 dernières années. Le caribou des bois, on le retrouve, il n'est pas migratoire, on le retrouve dans des faibles densités. Il est surtout limité par la prédation et puis, comme vous le savez probablement tous, ils ont besoin de grandes étendues de forêts âgées pour survivre. Et ils sont très sensibles aux distributions, aux dérangements, aux activités humaines. Dans la stratégie, le plan de rétablissement du caribou boréal, on y a défini finalement des populations locales qui étaient comme nécessaires pour arriver à une bonne gestion parce que, étant donné la grandeur du territoire, ces populations-là on peut voir sur la carte là, ont été définies à partir de critères un peu variés. Dans certains cas, les populations locales sont définies comme étant des populations, des vraies populations dont l'immigration est limitée. Dans d'autres cas où c'était plus difficile de déterminer justement les frontières à partir de ces critères plus stricts, on a défini des régions administratives ou des régions de conservation. Comme on peut voir, le territoire du Nord-Ouest a une grande population pour tous les territoires du Nord-Ouest qui est en contraste important avec l'Alberta. Donc, ça aussi, ça dépendait un peu des données qui sont disponibles, ça dépend de l'environnement, du niveau d'activité et de perturbation des milieux. Donc, on voit que c'est un peu, c'est très varié, mais c'était quand même nécessaire pour faire avancer les discussions et le plan de rétablissement. À partir de ces aires là, des populations locales dont on appelle, beaucoup de recherches s'est effectuée pour déterminer la viabilité de chacune de ces populations au travers du Canada. Donc, on a certaines populations en vert ici sur la carte, dont la probabilité de survie, elle est forte, et d'autres populations en rouge où la probabilité de survie, elle est très peu probable. À partir de ces données, donc, le plan de rétablissement nous propose une définition d'habitat critique et l'application d'habitat critique pour chacune de ces populations. Donc, on voit ici aussi que ça varie quand même grandement là, et que les populations les plus critiques se retrouvent plutôt au sud de l'aire de distribution. Donc, tout ça nous dit qu'on a du travail sur la planche et parce que l'objectif, je vais juste revenir, l'objectif est de s'assurer que les populations qui sont viables demeurent viables au cours des prochaines années et que les populations qui sont identifiées comme étant moins viables, qu'on ait un programme de rétablissement. Donc, on met en mesure
les efforts nécessaires, les actions nécessaires pour que ces populations se rétablissent. Donc, pour faire tout ça, on a besoin de paramètres de population, bien entendu. On doit avoir une bonne idée de la taille de population, des densités de population, des tendances de population. Et c'est ce que je vais discuter aujourd'hui un peu, c'est les différents paramètres qu'on est capable finalement d'extraire à partir de ces données génétiques. Donc, taille de population, tendance de population, taux de mortalité, recrutement, et une nouvelle méthode là, qui regarde à la reconstruction familiale, la structure démographique, la délimitation des populations, des questions de connectivité, des questions d'érosion génétique et des effets de dérangement naturel et d'origine humaine. Donc, pour la taille des populations, comme on peut s'imaginer, c'est étant donné que les caribous, on les observe très peu et qu'ils se retrouvent en faible densité, c'est pas nécessairement facile de les dénombrer. La plupart des paramètres qui ont été utilisés jusqu'à présent pour déterminer si les populations sont viables ou pas se fait à partir de données télémétrie où est-ce qu'on regarde la viabilité, la mortalité de femelles qui sont munis d'un collier émetteur et aussi le taux de survie de leurs jeunes. Donc, c'est vraiment basé sur ces données-là de viabilité et de taux de mortalité et taux de survie des jeunes. Donc, ça ne nous donne pas nécessairement d'informations sur le taux des populations. Et à travers les années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur des inventaires aériens pour arriver à déterminer la taille des cheptels et d'autres formes de marquage. Mais dans un rapport qui est sorti en 2014, on a bien démontré que pour arriver à un coefficient de variation qui est raisonnable et nécessaire pour vraiment fournir des paramètres dont on a besoin de revoir ou de recapturer les animaux qu'on a déjà vus, environ 20 à 30 donc, c'est une recapture c'est un taux de recapture qui est élevé et avec des méthodes traditionnelles peu ou pas faciles d'obtenir. Donc, dans cette aventure avec justement la collecte de fesses en hiver, pour voir si on était capable justement de produire des paramètres démographiques précis. La façon dont on fait tout ça, c'est qu'il y a un premier survol des populations qui se fait par avion pour déterminer les endroits où est-ce que le caribou s'alimente. Le caribou s'alimentant de lichen laisse des traces importantes en hiver là, avec des déplacements de neige considérables et puis souvent associé à l'alimentation, il y a aussi des sites de repos, ce qui fait en sorte que c'est facile de trouver ces sites-là par inventaire aérien. Lorsque les sites sont identifiés, à ce moment-là, il y a un hélicoptère il y a une équipe à part d'hélicoptères qui se rend sur les sites pour faire la récolte de fesses. Cet effort-là est répété de 2 ou 3 fois pendant l'hiver, dépendamment des situations. Donc, ce qu'on voit ici à gauche, c'est un peu les lignes d'inventaire. Les populations que j'ai sur la droite, en haut, c'est des populations de l'Alberta, où est-ce que finalement il y a de grands inventaires qui se sont faits au cours des dernières années. Alors, à partir justement des échantillons qui sont ramassés, les échantillons sont analysés pour des données microsatellites, donc des données génétiques. Et puis, à ce niveau-ci, on s'en sert comme seulement une façon pour marquer les individus. Donc, ce qu'on est intéressé, c'est vraiment de savoir qui a été finalement échantillonné lors d'un premier inventaire et qui a été échantillonné lors d'un deuxième inventaire. À partir des données aussi, on a le sexe des individus, donc on est capable de
générer les données pour les femelles de façon différente. Donc, ça nous donne des tailles de population précises pour les deux sexes. Donc, à partir de ces données-là, c'est un peu comme toute méthode de capture-recapture. On fait l'historique du patron de capture-recapture. On voit qui est capturé à chaque événement, à chaque échantillonnage. Et on est capable d'utiliser ces données-là pour déterminer la taille des populations à l'intérieur d'une année. Et si l'échantillon se fait, on appelle ça finalement la partie d'une population fermée. Si l'échantillon se fait au cours de plusieurs années, à ce moment-là, on est capable de calculer les tendances de population. À ce moment-là, on appelle ça des modèles plus ouverts qui nous permettent de voir les changements démographiques à travers le temps. Donc, les paramètres de population, bien entendu, on parle souvent de taille de population. Je m'excuse, j'ai quelques mots anglais là, dans mes diapositives. Donc, les paramètres de population, la taille des effectifs pour chacun des sexes, le taux de croissance réalisé, donc les changements dans les effectifs à travers les ans, le taux de survie des individus et le taux de reproduction des individus. Les paramètres de base vraiment pour un suivi de population détaillé. Alors, ce qu'il nous faut pour ces modèles-là, c'est vraiment au moins 2 inventaires, donc une capture et une recapture à l'intérieur d'une année. Les méthodes sont développées, comme je dis, c'est des méthodes traditionnelles qui ont été développées. Donc, la mathématique derrière ces méthodes-là est très bien développée et utilisée régulièrement. Et puis, ça nous fournit justement les paramètres de survie, de reproduction et de croissance. Le taux de capture, c'est vraiment, comme j'ai dit il y a quelques diapositives, c'est vraiment un paramètre important aussi à la modélisation. Et puis, c'est un paramètre sur lequel on passe beaucoup de temps parce qu'il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de facteurs qui influencent le taux de recapture. Et s'il y a des facteurs qui influencent, à ce moment-là, on essaie de voir si on ne peut pas le corriger ou apporter des informations supplémentaires pour apporter les corrections nécessaires pour l'obtention de paramètres plus précis. Donc, ça, c'est un paramètre qui est très important, puis dont je vais en parler un peu plus dans les diapos qui suivent. Ensuite, ben, c'est une modélisation qui se fait sur les données pour enfin déterminer les paramètres désirés. Technique là, sur la modélisation, mais si vous êtes intéressé, là, moi ou mon équipe, on est tout à fait disponible pour aller plus loin. J'ai aussi indiqué au bas des diapositives là, différents articles là, qui ont été liés à partir de... si ça vous intéresse aussi de les consulter. Alors ici, juste comme exemple, là, je vous montre les résultats qu'on a pour des inventaires qu'on vient de finir en Saskatchewan. Ça, c'est pour le centre de la Saskatchewan, pas tellement loin du parc du Mont-Albert. Donc, le sud est la partie plus au sud de la distribution du caribou en Saskatchewan. Dans ce cas-là, on a fait des inventaires pendant 3 ans, donc 2 inventaires par année en 2017, 2018 et 2019. Et environ 300 échantillons qui ont été récoltés à chaque année. Il y a de ces échantillons-là, bien entendu, c'est possible que le même individu soit vu plusieurs fois. Donc, à partir des échantillons, donc on dénombre le nombre d'individus uniques. Donc, ça se situe autour d'une centaine d'individus uniques qui ont été vus pour chaque échantillon. Et ensuite, on regarde la proportion qui sont des femelles et qui sont des mâles. Et ensuite, on regarde la proportion qui nous donne un indice de la précision des estimés. Et puis, dans le cas
des inventaires à partir d'échantillonnage de fesses et de méthodes génétiques. On est au-delà de ce qu'on nous recommandait de 20 à 30 de recapture. On se situe souvent autour de 50 de taux de recapture des individus. Donc, c'est vraiment très efficace. Les caribous sont très bons à nous laisser des fesses et la façon justement d'y accéder nous permet de trouver ces sites-là de façon relativement facile. Donc, à partir, comme j'ai dit, des méthodes de capture-recapture, à ce moment-là, on dénombre l'abondance pour les mâles et les femelles pour chaque année. Et on dénombre aussi le taux de croissance, le taux de lambda pour la population. Donc, dans cette région-ci, on voit que finalement, les paramètres ne sont pas très prometteurs. On a des petites populations. C'est un territoire qui est quand même grand. Et en bout de ligne, surtout dans 2019, on se situait environ à 130 individus si on regarde les mâles et les femelles. Donc, c'est pas un gros cheptel. Et puis, le taux de croissance nous indique que malgré que c'est une fenêtre là, qui est quand même juste de 3 ans, là, que c'est une population qui est en déclin. Le taux de survie pour les femelles et les mâles aussi nous indique que c'est probablement la principale cause de ce déclin. Donc, le taux de survie étant inférieur à 60% pour les mâles et les femelles. Et le taude recrutement a été moins fort, moins précis pour ces inventaires-là, mais nous donne une idée surtout de 2018 comme étant, 2018 à 2019 comme étant de 15% pour le femelle, à partir des femelles. Avec les hormones de reproduction, on estime le taux de gestion des femelles à 72%, ce qui est aussi inférieur à ce qu'on s'attendait. Pour ce qui est de cette population-là, au-delà de Saskatchewan, il y a en 2007, donc 10 ans auparavant, on avait fait un premier inventaire d'une région un peu plus petite que celle qui a été faite en 2017-2019. Et puis, on a utilisé les résultats de cet inventaire-là pour nous donner un peu une idée, finalement, de la tendance à plus long terme. Et puis, cette tendance-là, malgré que les données sont peut-être pas idéales, parce que les données de 2007, l'inventaire de 2007 n'avait pas été répété plusieurs fois. Ça nous indique aussi qu'on semble observer un déclin à plus long terme pour cette population-là du centre de la Saskatchewan. Donc, la population du centre de la Saskatchewan, c'est celle qui est en jaune là, pour la partie plus au sud de la Saskatchewan. Donc, ça nous donne, pour celle-là, la province avait peu de données démographiques, donc on commence à avoir une meilleure idée de ce qui se passe et des besoins pour le plan de rétablissement. Donc, de là, avec les mêmes données, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme j'ai dit au début, on peut vraiment faire ces analyses-là de base qui nous donnent des paramètres essentiels, mais on peut aussi utiliser ces mêmes données-là dans des modèles qui sont spatialement explicites. Donc, les résultats que je présente ici, c'est les résultats d'une thèse de doctorat d'une de mes étudiantes, Sam McFarlane, qui ont été publiés l'an passé. Et dans cet article-là, on présente justement les résultats de modèles où est-ce qu'on applique des analyses spatiales pour voir justement, pour évaluer la précision des estimés. Donc, ici, on a les modèles, oui, c'est ça, les modèles spatials aussi, ça fait en sorte qu'on réduit la sensibilité des biais qui sont souvent importants pour des modèles non spatials. Et puis, on tient compte plus explicitement de l'hétérogénéité qui est
présents dans les efforts d'échantillonnage. Donc, c'est plusieurs populations de l'Alberta qui sont échantillonnées à partir de 2014. C'est un inventaire par population, une année d'échantillonnage par population, 3 inventaires par année avec des populations de plus ou grande taille, comme on voit la population de Slave Lake, c'est environ 1500 km², et la population de Red Heart, c'est 24 000 km², donc des grandes étendues. Pour ce projet-là, on a plus de 7000 échantillons qui ont été analysés pour l'identification de plus de 1700 individus. Donc, un très grand effort qui nous a permis justement là, de vraiment analyser là, la puissance de ces méthodes-là et les biais qui... Donc, ce que les résultats nous montrent dans cette étude, c'est que comme on s'y attendait, le taux de recapture influence la précision des estimés. Ici, on a fait des simulations où est-ce qu'on change les efforts de capture en enlevant des données, en enlevant des données, en enlevant l'effort d'échantillonnage à 2 ou 3 inventaires par année, en changeant le nombre d'individus qui sont capturés par année. Donc, on a fait des simulations à partir des données existantes et puis pour voir l'effet du taux de recapture sur la précision. On voit dans ce cas-ci que les densités varient beaucoup. Dans le cas de Red Heart, de 16 caribous par 1000 km², et dans le cas de Cold Lake, de 60 caribous par 1000 km². Donc, les densités varient quand même considérablement et la taille de population aussi varie. Slave Lake en étant que 38 individus et puis les populations comme du côté est de la rivière Athabasca étant de plus de 647 individus. Donc, on a vraiment ici un jeu de données qui nous permet de bien explorer la façon de faire ces inventaires-là, la précision qu'on y obtient et de pouvoir avoir des discussions justement sur la précision qui est désirée, qui est nécessaire pour les buts de différentes études. À partir de ces modélisations plus spatiales aussi, ce qu'on peut faire, c'est de comprendre comment justement la répartition des individus est influencée par les mètres du paysage. Sur la carte ici, on voit les feux de moins de 40 ans en Saskatchewan et les routes et d'autres perturbations d'origine humaine. Donc, dans le cas de, justement, avec les données de capture-recapture spatiale, on est capable de voir les facteurs environnementaux qui influencent aussi les densités. Donc, on est capable, comme on a vu par la diapo précédente, d'avoir les paramètres de densité, mais aussi de voir comment cette densité varie varie spatialement. Et ça aussi, c'est les résultats d'une de mes étudiantes, Samantha, qui sont en préparation là, pour la fin de sa thèse de doctorat. Donc ici, c'est des modèles un peu traditionnels comme les gens font souvent avec des données un peu télémétriques. Donc, à partir des données de capture-recapture spatiale, on est capable d'amener les facteurs du paysage dans les analyses et puis de voir quels paramètres du paysage influence la densité de caribous à travers la région. Donc ici, on voit que les deux paramètres principaux qui affectent la variation des populations sont la proportion d'habitats de mauvaise qualité. Donc, plus la proportion d'habitats de mauvaise qualité est grande, moins la densité de caribous est forte et la densité on appelle ça les linear features, là, mais des routes et
autres perturbations linéaires. Donc, on voit ici aussi très clairement que la densité des caribous varie grandement avec la distance à ces perturbations linéaires. Et puis avec ces modèles-là, ce qu'on est capable de faire en bout de ligne, c'est de développer une représentation de non pas seulement le temps de population pour une région donnée, mais la densité à travers la région. Et ce qui est très clair dans ces résultats-là aussi, c'est que, bon, c'est pas homogène. Je pense que c'est vraiment peut-être pas des informations qu'on avait jusqu'à présent, mais ce que ça nous dit, c'est que, particulièrement en Saskatchewan, on voit que les régions présentent des niveaux de densité variables, de fortes associations avec les composants environnementaux et des régions où est-ce que justement les densités sont très basses, même si quand même globalement les densités sont basses, on a quand même quelques régions où est-ce que les densités sont quand même assez bonnes. Je vais revenir ici une seconde. Pour les qui sont à un plan d'action pour le rétablissement du caribou, ces résultats-là, de façon très spatiale, leur donnent vraiment les outils nécessaires pour mieux planifier les régions à protéger, les régions où peut-être là justement on doit favoriser la restauration de l'habitat, agrandir peut-être les régions où il y a des régions qui présentent déjà des régions de bonne qualité, où l'habitat est bon pour le caribou, ou même des efforts de connectivité où on peut rétablir le mouvement entre certaines de ces aires. Encore, je vais juste toucher là, brièvement ici, là, on est capable de reconstruire l'ascendance familiale. Donc maintenant, on a des données des individus comme marquage, mais on sait aussi qui est apparenté à qui. Et puis, ça, c'est quand même pas mal excitant parce que ça nous donne pas juste une idée sur qui est présent et en quel nombre les individus sont présents sur le paysage, sur le territoire, mais ça nous donne aussi une idée de la fitness, le potentiel reproducteur des individus sur le territoire. Et le network ici familial que j'ai à droite nous montre, dépendamment de la taille là, des points, le nombre d'individus que chacun des animaux ont eu. Donc, les points les plus gros nous dit que les animaux ont eu plus d'individus dans leur vie. Donc, ça nous donne justement, ça nous amène à un autre d'informations. Et ça ici, c'est une carte qui représente la région d'Entre-les-Lacs au Manitoba, où est-ce que on voit les lignes entre les points représentant la relation entre parents et jeunes, la taille des points représentant le nombre de jeunes que chaque parent a eu. Et puis, tout de suite, justement, pour des fins de gestion, on voit que, les routes qui sont déterminées en rouge aussi, les routes principales qui nous amènent vers le nord de la province et vers l'ouest de la province, à partir de Winnipeg, sont un élément qui dérange le mouvement des animaux. On voit que les animaux au sud, pas au sud-ouest, là, justement, de la carte, qu'il y a très peu de déplacements, donc il y a très peu de relations parents-jeunes entre l'est de l'autoroute, le côté est de l'autoroute et le côté ouest de l'autoroute. Donc, les réseaux familiales peuvent nous fournir des informations sur le taux de fitness des individus, les modèles d'accouplement, puis les structures sociales et génétiques de la population. De là aussi, on est capable de voir la distance finalement à laquelle les parents et jeunes se retrouvent sur le territoire. Si les animaux se déplacent entre régions, à l'intérieur d'une région
ou entre régions. Les cartes que je présente ici, on revient un peu en Saskatchewan et puis ça résume un peu justement ces paramètres-là de distance entre parents et jeunes, de distance, de déplacement entre régions et de fitness de chacun des individus à partir des échantillonnages. Finalement, on peut aller encore plus loin avec les réseaux familiaux et puis on peut développer toute une panoplie de mesures de réseaux qui nous permettent justement de voir la capacité d'individus à fournir, à compter. Et puis, ce sont des résultats d'un article là, qui est publié cette semaine. Et puis, ça, à ce moment-là aussi, ça nous dit que finalement, il y a des régions où les animaux ont un potentiel de reproduction beaucoup plus fort que d'autres régions. Ces mesures-là de réseau, finalement, c'est nouveau et puis je pense que c'est très prometteur pour l'avenir si dans les cas où on a vraiment besoin de paramètres précis pour justement en particulier les efforts de restauration. Un petit mot pour justement aussi penser que ce que j'ai présenté jusqu'à date, ce sont des paramètres qui s'adressent à des individus, sont des mesures de réseau à partir de génétique d'individus, mais souvent ces analyses de réseau aussi, ça s'applique à des mesures de population. Donc des fois, dans certains cas, à plus grande échelle, on s'intéresse à savoir finalement quel est l'impact de l'environnement sur la génétique des populations, pas nécessairement au niveau individu, mais au niveau des populations. Donc, ici, ce qu'on a fait, on voit un peu une bonne partie de l'Ontario avec une partie du Manitoba. Et les réseaux, quand on applique finalement ces mêmes analyses-là à partir de population, de réseaux de population, on est capable de voir avec des mesures de distanciation génétique plus contemporaines qu'on appelle RST et puis des mesures de génétique plus historiques qu'on appelle historique RST puis contemporaine FST. On voit que le réseau RST était beaucoup plus branché. Il y a beaucoup plus de liens entre chacune des populations que le réseau FST. Donc ça nous dit encore que justement on observe des changements démographiques dans ces régions-là, que dans le passé, historiquement, les populations étaient bien branchées, donc il y avait des échanges d'individus entre chacune des populations et de façon plus contemporaine, les mesures FST nous disent que ces échanges-là en population ont beaucoup diminué et qu'on voit qu'il y a un bon nombre de populations en Ontario et Manitoba qui sont maintenant, qui deviennent de plus en plus isolées. De façon plus cartographique, on représente ces mêmes données de façon spatiale et on voit que les mesures de diversité génétique, qui est la première carte en haut ici, qui sont plus faibles au sud de la distribution du caribou. On voit que justement les mesures d'échange génétique entre populations aussi sont plus faibles, plus dans la partie sud de distribution du caribou au Manitoba et à l'Ontario. Et la dernière carte nous montre un peu que les mouvements se semblent unidirectionnels. Donc, quand on quantifie les mouvements, c'est des mouvements qui sont plus du sud vers le nord. Donc ça, c'est comme un peu en lien avec les résultats du plan de rétablissement. Ça ne les contredit pas nécessairement, mais ça amène une vérification, de validation qui est essentielle. Finalement, je veux juste un petit mot sur finalement comment on s'est rendu à être capable de produire autant de populations, de paramètres de population
Au tout début de nos efforts, on a mis en place une banque de données très développée pour s'assurer que finalement chaque échantillon qui était ramassé fasse partie d'une même banque de données et que des standards d'analyse génétique soient les mêmes pour tous les échantillons à travers le temps, etc. Donc, 15 ans plus tard, on a plus de 40 000 échantillons analysés à partir de différentes régions du pays. Et avec le projet de Génome Canada qu'on a en place, c'est le but principal, c'est de s'assurer que finalement les données sont accessibles à tout le monde, que les standards sont appliqués aussi présentement et dans le futur parce que la valeur de ces données-là, veut pas, va être grandissante avec le temps. Donc, on est très ambitieux. On est confiant que finalement de la valeur de ces outils plus modernes et on s'assure, on a une plateforme en place là, de gestion de données qui va assurer la qualité des données et la bonne gestion de l'information. Donc, des de marquage génétique suivi des populations animales, je pense que finalement, on a bien démontré qu'on a une augmentation importante de la résolution des paramètres avec les méthodes génétiques. Les méthodes sont efficaces, non invasives. On n'a pas besoin vraiment de manipuler, de capturer les individus. On a des normes qui sont établies pour les analyses qui vont assurer la compatibilité des données entre générateurs de données. La technologie devient de plus en plus accessible et capable de répondre aussi aux changements technologiques à mesure que les changements s'opèrent. Ces méthodes-là, c'est sûr qu'on les a bien développées maintenant pour le caribou. On a encore beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de méthodes qui sont en développement. Et puis, donc, c'est pas terminé, mais c'est des méthodes qui s'appliquent à d'autres espèces, c'est des méthodes qui s'appliquent à d'autres questions, c'est des méthodes qui s'appliquent à d'autres régions. Donc, c'est pas nécessairement des méthodes qui sont spécifiques au caribou. On a d'autres aussi applications pour des mesures d'inbreeding, pour des mesures de génétique fonctionnelle, pour la diète, des pathogènes. Donc, on a encore du travail à faire pour justement avoir des outils encore complets. Et puis, la bonne gestion de nos données, la bonne gestion des échantillons font en sorte que on retourne toujours vers ces échantillons. C'est assez incroyable d'ailleurs que on est à la recherche constamment des échantillons de 2004, 2005 pour en retirer des paramètres additionnels. Les questions, comme je pense que vous avez pu voir là, dans la présentation, c'est très appliqué. Je pense que une grosse composante de ce qu'on a fait jusqu'à date s'adresse à des questions appliquées. Il y a une grosse composante de la recherche qui a été pour le développement de nouvelles méthodes, mais toujours dans des contextes appliqués à la gestion et à la conservation des populations. Donc, à mesure que maintenant on regarde finalement ce qui est nécessaire pour le plan de rétablissement des caribous à travers le pays, je pense qu'on a de meilleurs outils. On a des informations beaucoup plus spatiales qu'on avait il y a 10 ans. Donc, quand on regarde finalement les besoins d'augmenter la quantité d'habitat pour répondre aux besoins d'habitat critique pour le caribou, je pense on va vraiment bénéficier de ces données-là et puis on va mettre en place des efforts qui reflètent mieux finalement des besoins de l'espèce et des besoins de notre société. Donc, je vois que
juste pour revenir au début de ma présentation, c'est vraiment un programme collaboratif national. J'ai eu la chance jusqu'à date et on continue de travailler fort sur le terrain avec les gens de partout au Canada. On continue de s'attarder à des questions à toutes sortes d'échelles, des questions qui sont importantes pour des gens qui travaillent sur une problématique locale ou des gens qui travaillent sur des problématiques plus régionales ou plus nationales, des gens qui proviennent justement du milieu industriel ou universitaire ou des gouvernements provinciaux, des communautés autochtones. Donc, un grand nombre d'individus avec lesquels on a eu la chance de collaborer à travers les années. Donc, je vais faire une pause et puis je vais ouvrir la ligne là, pour les questions. Attendez un petit peu. Je vais voir. Merci Madame Manceau. Très belle présentation, vraiment intéressant. L'approche que vous avez développée, super intéressant. C'est moi qui vais animer en fait la période de questions pour ce qui va suivre. Comment procéder à la période de questions? En fait, c'est que vous avez deux choix. Soit vous enlevez votre sourdine en cliquant sur l'icône micro qui est au bas de votre écran et puis vous posez votre question. Mais d'abord, en fait, on vous demande de sélectionner la main levée, l'icône main levée qui est au bout de votre nom dans la boîte des participants. Quand je vais vous nommer, vous aurez juste en fait à activer votre micro et puis poser votre question. Sinon, vous pouvez aussi poser votre question directement dans la boîte de chat, si vous préférez. Donc, vous avez juste à écrire votre question et puis moi, je vais lire la question à Madame Manceau et puis on procédera ensuite. Pour chaque question aussi, on vous demanderait de bien vouloir vous identifier clairement, donc votre nom et puis l'organisation pour laquelle vous travaillez. Pour ce qui est de la période de questions, elle est ouverte. Donc, moi, je vais juste activer un peu les micros. Donc, c'est ça. On attend les questions. Donc, c'est moi il y avait Madame Roberge, Madame Lisette. Oui, Oui. j'avais une question. Dans les travaux de Madame, j'ai remarqué qu'en tout cas, qu'il n'y avait pas beaucoup d'analyses ou de résultats là, qui avaient l'air d'avoir été obtenus au Québec. Fait que je voudrais savoir s'il y a une raison particulière ou s'il y a une entente quelconque là, avec le Québec pour faire ce genre de travaux-là qui sont très, très intéressants. Je peux avouer qu'il y a... Oups, il y a... Madame, Madame Roberge, est-ce que vous pourriez vous mettre en sourdine, couper votre son, parce qu'il y a un écho. Merci. Je pense que derrière ça, il y a un petit peu d'éléments historiques, là. Euh, Moi, j'avais fait mes études à l'Université Laval sous la direction de Jean Huot, qui est présent là, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment agréable. Euh, et puis ensuite, je suis partie vers l'Ouest canadien. J'ai travaillé une plus grande partie de ma carrière. Finalement, je l'ai fait dans l'Ouest canadien. Et puis c'est pour ça probablement qu'il y a une grande emphase vers l'Ouest canadien. Là, je suis revenue au Québec quand même il y a seulement quelques années, où je travaille ici à Ottawa là, pour le Centre national de recherche sur la faune. Euh, mais donc, finalement, beaucoup de mes activités, de ces travaux-là, ça s'est fait pendant que j'étais, je les ai initiés pendant que j'étais dans l'Ouest. Euh, et puis, fait que je pense que c'est un peu pour ça là, que finalement, il y a beaucoup plus d'efforts, il y a beaucoup plus de travaux
dans l'Ouest. Et puis, dans l'Est, ben, au Québec, en partie, je pense que finalement, là, c'est sûr qu'il y a des équipes en place là, avec le gouvernement, les universités. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait là, au Québec. C'est tout simplement que finalement, les méthodes jusqu'à date ont été utilisées, ont été différentes. Et puis, je pense que ça fait juste partie finalement de l'histoire, là, de la façon dont les choses se sont développées. Et puis même dans l'Ouest, je dois avouer qu'au départ, tu sais, on commençait avec finalement des projets plus locaux, là, des groupes qui avaient des questions particulières. Même dans l'Arctique, on travaillait beaucoup avec les Inuits au début, et puis les Inuits qui n'étaient pas nécessairement fervents d'utilisation de colliers émetteurs, mais qui étaient intéressés à savoir si les animaux bougeaient d'une île à l'autre, là, si, à quelle échelle finalement les populations interagissaient au Nunavut, ou avec des questions au départ avec Hydro-Manitoba qui s'intéressait à la mise en place de nouvelles lignes de transmission et à savoir comment finalement l'emplacement de ces lignes de transmission-là pour moins déranger les caribous ou le mouvement des caribous ou l'habitat du caribou. Donc, au départ, là, on s'est intéressé plus à des questions vraiment locales, régionales, et puis au fil des années, c'est là que finalement, on est arrivé à avoir des études, des analyses plus compréhensives et puis à plus grande échelle. Donc, je pense que c'est juste finalement l'histoire, un peu l'historique là, qui fait en sorte que tout ça, ça s'est passé plutôt dans l'ouest du Canada qu'au Québec comme tel. Madame Manceau, est-ce que je pourrais vous demander peut-être d'arrêter le partage d'écran? Ah oui, attends un peu. Merci. Mm. Donc, pour ce qui est des questions, dans la boîte de chat, il y a Madame Hélène Marchand qui demandait aussi un peu la même question. Avez-vous fait des prélèvements et des études pour le Québec? Donc, je pense que ça répondait un peu à la question précédente, hein. Donc, il y a aussi Madame Sabrina Plante. Au Québec, un large projet est en cours mettant en collaboration Génome Québec, l'Université Laval et le MFFP. Le projet s'intitule Utilisation de la génomique pour gérer et protéger les populations de caribous. Donc, elle a mis en fait le lien pour pouvoir consulter ce projet-là. Donc, il y a déjà un projet en cours au Québec. Donc, il y a dans la boîte de participants une autre question de Madame Robert. Donc, Madame Robert, vous pouvez, Oui, oui, c'est encore moi. Ce que j'ai bien compris, vos techniques, s'il y a des relevés qui auraient été faits peut-être là, 5, 6, 7 ou 8 ans, en installant des colliers émetteurs, je me demandais peut-être que les gens faisaient des prélèvements d'ADN aussi à ce moment-là, je ne sais pas. Puis, si j'ai bien compris, vous pouvez utiliser ces données-là, faire des analyses dessus, puis finalement reconstituer un peu l'histoire selon les paramètres dont vous avez parlé. Est-ce que c'est bien ça? C'est possible de faire ça? Oui, c'est sûr que les paramètres démographiques détaillés, là, comme pour arriver justement à une reconstruction familiale et identifier, comme je dis un peu, les individus qui ont une meilleure fitness que d'autres individus dans les populations. Tout ça, ça prend des grands échantillonnages, c'est-à-dire que avoir peut-être une vingtaine d'individus d'échantillonnés par population, on ne pourrait pas arriver à développer ce genre de paramètres-là. Donc, il faut vraiment avoir la génétique des individus, d'une plus grande proportion du cheptel. Mais c'est sûr qu'il y a certaines questions. Ça aussi, ça dépend toujours des questions dans lesquelles on est intéressé. Et pour certaines questions, on a besoin de moins d'individus marqués que d'autres questions, comme des questions de d'historique phylogénétique ou
À ce moment-là, les données justement de quelques individus, ça peut être suffisant. À ce moment-là, on applique souvent des méthodes génomiques plus complètes, hein. Donc, chaque méthode, c'est ça, chaque question nécessite des outils et d'un échantillonnage un peu différent. Mais c'est certain que pour justement la survie des échantillons, ça, il n'y a pas de problème. On retourne, même pour les analyses d'hormones, on retourne à des échantillons qui ont été de fait, dans notre cas, là, qui ont été récoltés il y a une dizaine d'années et plus, là. Donc, le matériel est conservé. Merci, Madame Manceau. D'autres questions? Madame Nathalie Isabelle, qui avait une question. Donc, Madame Isabelle, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, je m'excuse. Là, je suis avec mon téléphone plutôt que mon ordinateur. Le menu est petit. Merci beaucoup, Micheline. C'était vraiment intéressant. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'un échantillonnage, en fait, de cette dimension-là, c'est vraiment important pour comprendre l'histoire, puis de savoir d'où les populations, d'où on vient pour savoir où on s'en va. Et je me demandais en termes de restauration, est-ce que vous pensez utiliser justement les données génétiques pour faire des simulations, pour essayer de prédire quels animaux ou quels individus seront les mieux adaptés en termes d'adaptation au climat ou en termes de... Est-ce qu'il y a des choses qui se font en termes de simulation pour le futur? Mm-hmm. Ça, c'est des projets qu'on a en cours présentement. Je dois avouer que certains des résultats qu'on a nous font se poser des questions, c'est-à-dire surtout les résultats au niveau du fitness des individus. Parce qu'on était tous surpris, on l'est encore. Hein? On est encore au stade de bien comprendre ce que ça veut nous dire, ce que ça veut dire, puis comment on utilise cette information-là. Mais c'est assez surprenant de voir que, le taux de gestation là, des femelles est pas 90% ou 80%, ce que les gens s'attendaient. Le niveau de fitness des individus est pas égal non plus. Donc, on a des femelles qui ont des grandes familles. Chez les mâles, c'est moins surprenant parce que c'est un système polygame. Les mâles peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles. Donc, c'est pas vraiment surprenant de voir que on a des mâles qui ont des grandes familles. Mais chez les femelles, c'est un peu la même chose. Donc, on a un taux de recrutement variable d'une femelle à l'autre. Et puis, c'est sûr qu'au niveau génétique, le climat, il y a des questions intéressantes qui se posent, mais au niveau aussi comme perturbation et il y a des questions qui se posent à savoir le pourquoi est-ce que finalement ces femelles-là, c'est au niveau génétique qui sont supérieures ou est-ce que c'est parce qu'ils se retrouvent dans un environnement qui est favorable. Donc, on est en train de regarder un peu ces données-là dans ce sens-là. On amène justement les paramètres de fitness individuel. On regarde les aspects génétiques de ces individus-là. On regarde aussi l'aspect environnemental. Où est-ce qu'ils se situent sur le territoire pour voir qu'est-ce qui fait en sorte que finalement c'est aussi variable d'un individu à l'autre. Okay. Et Merci. puis à ce moment-là, ces données-là, ouais, ça va être, on peut les utiliser pour des fins de modélisation. Ouais. Okay. Plus détaillées. Ça va être vraiment intéressant. Ouais. Oui, merci. Merci. Prochaine question. Il y a une question dans la boîte de chat de M. Vincent Girardin. Parmi les paramètres environnementaux utilisés dans vos études, où se situe la chasse?
Dans l'Ouest canadien, la chasse, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de chasse, c'est pas vraiment, ben, les populations qu'on a étudiées, là, c'est pas vraiment un enjeu. Euh, donc, euh, et puis si, c'est sûr que pour les populations de troupeaux migratoires, d'autres populations, on a des éléments de chasse. On n'a pas vraiment, pour justement le plan de restauration du caribou boréal dans les secteurs dans lesquels on a travaillé, c'est pas vraiment une préoccupation. Je dois avouer que dans plusieurs cas, on travaille de près avec les communautés autochtones parce que c'est des méthodes qui semblent qu'ils trouvent vraiment intéressantes. Je pense qu'ils trouvent que les paramètres qu'on produit sur justement les relations familiales, la distance entre individus de même famille sur le territoire, puis ce genre de questions-là sont vraiment utiles. Et puis, je pense que c'est notre façon d'arriver à mieux comprendre les populations peut influencer les décisions qui vont être prises. Je pense qu'on arrive à avoir des discussions productives. Et puis, jusqu'à date, il y a des caribous des montagnes dans lesquels on a des grands projets présentement là, au territoire du Nord-Ouest et puis avec une bonne collaboration avec les communautés de la région du Satou et puis du Detcho. Hein. Et puis, je pense qu'ils s'intéressent à ces questions-là aussi de chasse. Donc, on commence avec eux à vraiment bien établir les questions de recherche. On a des travaux de terrain là, qui se déroulent présentement. Et puis, ça va être intéressant de voir justement comment, je n'ai pas vraiment de réponse à votre question, là, mais comment on va pouvoir, et puis comment on va pouvoir arriver à être mieux informés et puis développer un plan de conservation dans ces cas-là qui tiennent encore finalement les efforts de chasse. Donc, c'est pas vraiment une réponse claire, mais dans ces cas-là où est-ce que vraiment la chasse, c'est une problématique importante, là, ça va être vraiment intéressant. Là. Je pense que c'est ça. J'ai pas vraiment de réponse, mais je pense qu'une bonne implication, une bonne collaboration au départ avec les communautés va faire en sorte que on va avoir des résultats puis des recommandations intéressantes en bout de ligne. Merci. En fait, un merci de la part de M. Girardin. En fait, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la boîte de chat? Madame Isabelle, est-ce que c'est une main levée? Oui. OK. En fait, je voulais savoir jusqu'à quel point c'est des différents écotypes ou les différentes populations sont différenciées là, en termes génétiques. Là, entre autres, si on compare le caribou qui est forestier des autres individus. En fait, moi, je travaille surtout avec les arbres et les plantes. Là. Ça fait que pour moi, quand on regarde les estimés, c'est difficile de se faire une idée là, parce qu'on parle vraiment d'espèces très différenciées. Les écotypes, c'est beaucoup plus flou. Je voulais savoir, est-ce que c'est le caribou forestier par rapport au caribou qu'on retrouve plus au nord? Est-ce qu'ils sont très différents au niveau génétique? Mm-hmm. On a un article qui vient d'être publié, puis on a un autre qui va sortir présentement là, sur justement la phylogénétique. Et puis, donc, c'est une grande question que vous me posez là. Parce que c'est pas simple, là, le caribou, là, l'origine du caribou, c'est 1 million d'années, donc c'est passé pas mal de choses. C'est une espèce. Il y a eu des grandes perturbations environnementales, là, des glaciations. Donc, et puis le caribou a survécu tout ce temps-là, là, donc il y a eu des croissances et des diminutions de population massives à travers le temps. Donc, ce qu'on voit, je pense peut-être en résumé dans la génétique, c'est que c'est ça, l'origine est commune.
Et puis, ces patrons-là de glaciation ont fait en sorte qu'il y a eu des différenciations dans certaines régions. Il y a eu, à travers le temps, il y a eu certaines populations sont redevenues en contact, se sont redistanciées géographiquement et ont évolué de façon séparée. Donc, il y a des groupes où la différence génétique, elle est plus vieille que d'autres. Et puis même à l'intérieur de certains écotypes, on voit vraiment des régions où est-ce qu'il y a eu une plus grande influence d'autres écotypes sur certaines populations, OK. un écotype. Donc, le patron est relativement... le patron est un peu complexe, mais la complexité du patron fait en sorte que finalement, le bagage génétique du caribou est extrêmement diversifié. OK. Donc, c'est une bonne C'est une nouvelle. bonne nouvelle. Ah oui. Comparé à d'autres espèces où est-ce qu'on n'a pas une grande diversité génétique, le caribou a une très grande diversité génétique. Donc, sûrement bénéficier finalement de ces patrons-là à travers le temps. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Manceau? Je vois pas de questions dans la boîte de chat. Je vois pas non plus de main levée. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais une petite question. Ben, en fait, vous parliez des collaborations que vous aviez avec les communautés autochtones sur le terrain. Je me demandais en fait à quel niveau est-ce que les communautés autochtones sont impliquées dans tout le processus de votre travail? Ben, je dois avouer que justement cette année en particulier a vraiment favorisé ce développement-là parce que l'an passé, dans les années passées, on était vraiment comme en période de formation, on était en période de discussion, on élaborait des projets, mais ça allait quand même rondement. Mais cette année, dû au fait qu'on n'est pas capable de se déplacer, de voyager facilement, on a vraiment remis finalement le contrôle et la responsabilité à plusieurs communautés. Donc, c'est un peu un choc, je dois avouer. Là. A fallu vraiment travailler fort là, pour repenser à comment on procède, mais je pense que c'est un bon choc. Je pense que c'est peut-être le choc dont on avait besoin pour faire en sorte que de leur donner beaucoup plus un plus grand rôle et puis plus de contrôle sur parce que jusqu'à date, souvent, je dois avouer, là, pour être bien honnête, là, le développement se faisait beaucoup au niveau des avis. Il y a beaucoup de discussions, on développe des questions de recherche ensemble, bien entendu. Il y a des avis, des perspectives sur le comment et le pourquoi et le où aussi, là, les questions qui sont d'intérêt, mais aussi quelle région, l'influence d'un certain lac, d'une certaine montagne, etc. Là. Donc, il y a beaucoup de discussions qui se font pour l'élaboration du programme, mais la réalisation comme telle, c'est sûr que c'est notre désir d'arriver, c'est notre désir de développer des outils de travail qui vont être accessibles et puis pour les gens de terrain, qui vont être capables de finalement pas seulement contribuer à l'élaboration des questions, mais aussi finalement à l'analyse des données, à la participation dans le développement des recommandations, etc. Donc, cette année, à cause justement du fait qu'on n'est pas dans les territoires du Nord-Ouest, on n'est pas au nord de l'Ontario, à faire les travaux de terrain, les gens des communautés se sont relevés les manches et puis ils sont très impliqués dans les travaux de terrain comme tels. Fait que c'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le bon côté du COVID. Ah ben c'est assez intéressant. Merci. Euh, D'autres questions je vois pas de main levée. Par contre, il y a Mme Roberge qui vient de poser une question dans la boîte de chat. Donc, dans vos études, y a-t-il eu des liens établis entre la prédation par les loups et le comportement des populations? Euh, 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 Pas directement. Finalement, ce qu'on a fait jusqu'à
Puis ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles on commence à travailler, c'est-à-dire la structure démographique détaillée, l'environnement, l'habitat et puis la présence de prédateurs. Je dois avouer que c'est des questions sur lesquelles on commence à travailler. Et puis, donc, on n'a pas vraiment beaucoup travaillé là-dessus jusqu'à date. Les autres questions là, sur lesquelles on commence aussi à réfléchir, c'est et puis à mesure qu'avec peut-être le programme de Genome Canada qui va nous apporter des données complémentaires sur la diète, là, avec la collaboration avec Christine Martineau sur le microbiome ou les pathogènes, on va avoir aussi peut-être d'autres dimensions là, de santé des caribous qui vont être utiles pour répondre à certaines des questions de fitness. Mais donc, puis d'autres questions qu'on commence à nous poser, c'est justement les niveaux de connectivité. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais d'avoir justement les niveaux de mouvement d'animaux à grande échelle en relation avec de nouveaux pathogènes qui arrivent sur le territoire. Et puis, donc, les patrons de densité qu'on est en train justement de finaliser avec les patrons de mouvement entre finalement différentes parties du territoire, ça va aussi être utile pour répondre pas juste aux questions de prédation, mais probablement aux questions de changement climatique et l'arrivée de nouveaux virus ou pathogènes là, dans l'environnement. Donc, ça, c'est des nouveaux angles de recherche sur lesquels on n'a pas vraiment encore développé, mais ce qui est vraiment intéressant encore là, c'est que à mesure qu'on va avoir ces patrons-là détaillés de structure démographique, je pense que justement, toute une nouvelle panoplie de questions là, vont pouvoir être examinées. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Madame Roberge. Ben, merci. Oui. Merci. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne vois pas non plus d'autres questions dans la boîte de chat. Donc, je vous invite encore, il nous reste à peu près 10 minutes de la période de questions. Si vous désirez poser vos questions, je vous invite à lever votre main, ouvrir votre micro et poser votre question. Sinon, il y a toujours la boîte de chat. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, oh, Madame Nathalie Isabelle, là, vous pouvez poser votre Mais question. oui. Bon, si moi je prends l'occasion, là. Je voulais savoir, est-ce que justement dans ces approches-là de communauté écologique, est-ce que comment en fait la gestion de population, j'imagine avec le projet GAP, vous y avez déjà songé, comment les utilisateurs ou les communautés locales, les communautés forestières, dans certains cas, j'imagine c'est des législations provinciales, comment est envisagée justement la passation des outils là, ou est-ce que ça va être les outils qui vont être passés en termes d'application ou c'est vraiment d'aller plus loin jusqu'à un outil d'aide à la décision pour les communautés? Jusqu'où vous allez vous pensez aller dans votre projet? Pour l'instant, le projet, c'est vraiment de développer des standards d'analyse. C'est le premier objectif, parce que pour l'instant, on a encore des méthodes qu'on utilise pour l'identification d'individus, point de vue génétique. Ça varie d'un laboratoire à l'autre, et puis ça fait en sorte que finalement, on perd beaucoup de données. Donc, le premier objectif, c'est d'arriver avec des standards où est-ce que finalement, peu importe finalement qui produit les données, qu'on puisse vraiment en bénéficier comme pour la plus grande communauté là, Donc, ça, c'est un grand objectif, pas nécessairement facile à réaliser, mais c'est un grand objectif. Et puis, on espère justement, puis là, donc la plateforme de données et de standards, là, on travaille là-dessus très fort présentement.
Et puis d'arriver aussi à amener l'information, à savoir. Les gens sont très intéressés sur les questions de santé sur lesquelles on a moins travaillé, là. Donc, à partir de cette plateforme-là, d'essayer de commencer aussi à regarder si, à partir des données génétiques, on est capable d'avoir d'autres paramètres de santé qui pourraient vraiment aider, là. Donc, on a des collaborations avec le CFIA, là, puis Oui, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Oui, Santé Canada. Donc, on est en train d'établir des plus grandes collaborations pour voir si justement les séquences d'ADN qu'on a pourraient être utilisées pour déterminer la présence de parasites, de virus. En tout cas, donc et puis dans le projet aussi, donc on se rend jusqu'à développer justement de la formation, mieux développer justement les paramètres désirés et puis aller jusqu'aux recommandations. Je pense pas que ce soit dans nos idées premières, mais c'est de bonnes idées. OK. Parce que je me demandais, est-ce que, j'imagine que vous avez un volet là, plus éthique, voyons, le GERS, là, en fait, là, qui est lié à tout ce qui est éthique, économique, environnement. Est-ce que c'est quel genre de questions qui sont abordées dans votre projet GAP? Ça, c'est un peu moins développé que dans les autres programmes de Génome Canada, cette section-là de la demande comme telle, là. Mais dans notre cas, je pense que ça se situe vraiment à déterminer des protocoles pour le partage des données de façon mieux établie à travers le Canada et puis une meilleure implication et une formation là, de développement d'outils, puis une formation par rapport aux nouveaux outils. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en reposerai une autre. Est-ce que je peux y aller, Patrice? Non? Y aller. Je voulais savoir, c'est comment, quand vous abordez, vous allez contacter des communautés, ça fait longtemps, vous avez développé un lien de confiance avec certaines des communautés. Et maintenant, ça serait quoi votre approche pour aller justement présenter un projet ou des outils de génomique? Parce que moi, je travaille chez les arbres. Souvent, on mélange un peu les gens, même mes collègues chercheurs mélangent génomique avec d'autres de la biotechnologie. Et je me disais, comment est-ce que vous abordez ces questions-là avec les communautés? Parce que souvent, la première question, comme on disait, c'est souvent des outils qui sont perçus comme étant très dispendieux. Mais en même temps, dans certains cas, c'est des outils qui sont quand même assez puissants puis non invasifs, là, je dirais, comme en termes d'échantillonnage. Donc, comment vous abordez les nouvelles communautés maintenant par rapport à peut-être à ce que vous avez fait auparavant? Bonne question. Et puis, comme vous êtes probablement au courant, sur l'Université Laval, il y a un gros projet de Génome Canada sur les poissons. Oui. Et puis, puis ça se situe aussi dans des régions dans lesquelles on est très actif, au territoire du Nord-Ouest. Donc, on commence à avoir des discussions entre projets pour justement élaborer ces questions-là, ces approches-là de façon, de meilleure façon. Parce que jusqu'à présent, je pense que quand on fait les projets qu'on a fait jusqu'à présent, on se bâtit vraiment plus sur les connaissances traditionnelles. Donc, on part vraiment avec une bonne phase où est-ce que vraiment on apprend des gens des communautés. Et puis jusqu'à présent, puis là, on arrive à voir vraiment quel outil peut-être est le préférable pour répondre aux questions qui sont identifiées. Donc, on n'a pas fait de formation comme telle approfondie sur les méthodes génomiques, mais avec le projet sur les poissons avec Louis Bernatchez, hein, et puis le nôtre, je pense que ça commence à être le temps là, de justement qu'on s'assoie puis qu'on pense qu'est-ce serait finalement la démarche, une meilleure démarche pour que, l'information soit pas différente d'un projet à l'autre. Et puis que justement, avec le petit peu de ressources qu'on ait le plus loin possible. Là. Donc, c'est pas les éléments et puis
Fait que là aussi, j'ai pas vraiment de réponse à ces questions-là, mais je pense qu'avec les différents projets sur l'ours polaire, sur les poissons, sur le caribou, là, qui sont subventionnés au Canada, puis dans le nord du Canada, je pense qu'on est rendu là. On est rendu à une étape parce que faut travailler ensemble pour développer des outils là, de OK. communication. OK, parfait. Je suis ça. Merci. Donc, il est maintenant midi 1. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne vois pas non plus d'autres questions dans la boîte de chat. Donc, un dernier appel, en fait. S'il y a d'autres questions, vous pouvez lever votre main. Vous pouvez poser votre question dans la boîte de chat. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir clore la conférence. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Manceau, de vous être, d'avoir fait la conférence, d'avoir fait la présentation, d'être venu nous parler, en fait, de vos travaux. Merci beaucoup de votre présentation qui s'intitule Démographie des populations de caribous boréales, perspective à partir du marquage génétique. En terminant, en fait, je vous invite à porter attention, en fait, il y aura le prochain colloque, en fait, SCF-CFL, aura lieu le jeudi 25 mars et la conférence s'intitule Génomique des insectes ravageurs forestiers, aussi simple que ACGT. Donc, veuillez noter aussi que cette conférence-là se déroulera en anglais seulement. Donc, c'est à noter. Le conférencier sera Christopher Killing, qui est chercheur scientifique au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts. Vous pouvez aussi, en fait, surveiller également notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir davantage. Donc, on va diffuser l'information dans les jours suivants. Merci à tous de votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donc, merci. Merci, Mme Manceau. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.